Apéro spécial Wolves Nuggets. 2-0. 2-0 pour qui ? Oh, mais il y a 2-0 pour Minnesota. Dis donc. Est-ce que la meilleure équipe depuis le début de ces playoffs, est-ce que c'est une question en fait ? Non. En fait, c'est pas une question. La meilleure équipe depuis le début de ces playoffs est, sans aucune négociation possible, les Minnesota Timberwolves. Tu sais que celle-là, fallait la sortir quand même. En amont, je veux dire. Mais même les fans de Minnesota sont mais bien sûr. hallucinés. Tout le monde est halluciné. On s'installe sur ce petit débrief après 2 premiers matchs dans cette demi-finale de la conférence Ouest entre Denver et Minnesota, puisque il y a avantage du terrain pour Denver, ou plutôt il y avait avantage du terrain pour nos amis les Nuggets. Il y a longtemps. C'était une autre époque. No disrespect envers nos amis les Knicks ou Boston qui essaient de trottiner. Oh non, ils sont là, ils font le taf. Mais Minnesota est impressionnant. OKC, dont on a très hâte de trouver les débuts. Voilà, on a hâte, mais on va pas commencer à dire ouais, ils ont écrabouillé les Pélicans et tout. Nous avons ouvert les playoffs 2024 au Grand Rex en regardant Minnesota démanteler les Suns. Phoenix, ouais, tout à fait. On s'est dit bon, les Suns en vacances. C'était que les Suns, on s'est dit bon, les Suns en vacances, voilà, c'est un cran en dessous, etc. Peut-être qu'on va devoir, tout ça, ouais. Peut-être qu'on va devoir revoir certains éléments de notre discours, puisque au moment où on parle, il n'y a pas une équipe qui défend mieux sur cette planète Terre que les Minnesota Timberwolves. Il n'y a pas une équipe plus sereine et agressive que les Minnesota Timberwolves, et il n'y a pas une équipe qui est aussi forte en 6 matchs que Minnesota. 4-0 contre les Suns, 2-0 contre Denver. Il faut qu'on parle de ce qui se passe. À Denver. Je veux dire, les mecs n'avaient pas l'avantage du terrain. Maintenant, ils peuvent même se permettre d'en perdre un domicile. Ils auront toujours l'avantage du terrain. C'est extrêmement violent ce que Minnesota vient de faire sur les 2 premiers matchs de cette demi-finale de conférence face à Denver, donc le champion en titre. C'est intéressant parce que on en avait un peu parlé dans la preview, dans le sens où t'avais quand même Denver 4-3 toi. Ah, je te comprends. Et moi j'avais Minnesota 4-2, mais c'est des pronostics qui en fait sont pas si loin l'un de l'autre, mais on avait tous les deux dit attention, Denver, c'est pas aussi rassurant que c'était le cas en saison régulière. Cette série face aux Lakers, même si elle a été gagnée 4-1 sereinement et tout, il y a des choses que Minnesota pourrait exploiter. Non seulement Minnesota exploite ce qu'il y a à exploiter, mais en plus, sur les points forts de Denver, les mecs dominent. Ah, c'est très très impressionnant. Hein. Je sais pas ce qui t'a impressionné le plus, toi, Bastien. De toute façon, on va revenir sur tout ça. Mais... on va revenir sur tout. Ouais. En fait, il y a eu donc 2 premiers matchs, avec 2 profils assez différents, puisque sur le premier match, parlons-en, le Game 1, on est sur un match où tout de suite, on sentait qu'il allait avoir une série exceptionnelle entre ces 2 franchises en termes de niveau de jeu, et on a été servi au Game 1 avec une intensité, une agressivité. En fait, on s'est dit, ça y est, on est entre 2 des toutes meilleures équipes de basket au monde, et on a vu ce que ça donnait des 2 côtés du terrain, avec notamment Minnesota qui démarre très très fort, avec Anthony Edwards. Il y a quoi, 14-2, notamment pour annoncer l'arrivée. Coucou. C'est ça. Nous sommes à Denver. 18-4, je crois. 18-4 même, ouais. Tout à fait, avec un très bon début de match. Rudy qui impose, Céliane dans la raquette. On voit les premiers travaux, notamment Jalen McDaniels. Ensuite, Nicky Alexander-Walker et Naz Reid. On commence à voir Minnesota démarrer très très fort. Et pour autant, on en a parlé tous les deux, Alex en off, et pour autant, Denver, en tant que champion en titre, un peu piqué dans son ego, nous propose un fight énorme avec un jeu collectif et une intensité qui, moi, me fait penser que, ça y est, le champion en titre a passé à un niveau supérieur. Minnesota, je leur souhaite bon courage pour tenir dans ce genre de match, parce que 99% du temps, Denver, lorsqu'il joue comme ça win à domicile. Sauf que là, les Wolves ont choqué tout le monde, dans le sens où ils ont dit non. Déjà, il y a Anthony Edwards qui a fait un show absolument monumental, offensif et défensif. Je vais prendre Jamal Murray à titre personnel pour commencer le match, et puis vous mettez de qui vous voulez là en face, KCP, RATP, tout ce que vous voulez. 43 points à 17 sur 29 au tir, des bons choix dans tous les sens, et des situations dans lesquelles il reste concentré, alors qu'il y a des actions de boucher, défensivement évidemment d'un côté, il y en a de l'autre aussi. Ouais. Donc ça, c'est très fort. Ensuite, tactiquement parlant,
Parce qu'on parle beaucoup de Minnesota, effectivement, il y a de la taille, donc ça, Tim Connelly, il connaissait bien Denver, et je pense s'il y a bien quelqu'un qui était placé pour savoir que pour jouer Denver, il fallait de la taille, c'est Tim Connelly. On peut dire ce qu'on veut, on peut discuter pendant 100 000 ans de tous les recrutements récents de Tim Connelly. Force est de constater que là, Denver qui fait toujours chier tout le monde avec sa taille, pas de problème. Il y a encore plus grand. Venez vous taper, en fait. Venez vous taper, on est plus grand, plus costaud, plus physique, un peu plus jeune aussi. Ouais. Et vous allez en chier à ce niveau-là. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien utilisé. Ouais. C'est-à-dire que dans le match 1, moi je me demande... Alors évidemment, on est tous très impressionnés, on est limite sous le choc de ce qui s'est passé au match 2, et on va y revenir, à branler, qu'ils leur ont mis et tout. Mais au match 1... Tu l'as dit, Denver est revenu au score tout de suite. Ils menaient au bout d'un quart-temps, ils ont remis de l'intensité physique et tout. Mais Minnesota est resté sur son plan tactique, coupé au maximum les dribble and off entre Murray et Jokic. Maximum, tu peux pas tous les couper. Obliger Murray, qui n'est clairement pas à 100%, à faire des gros efforts physiques pour obtenir ses positions de tir, ou l'obliger à défendre de l'autre côté, en gros le mettre dans la sauce, parce que c'est ce qu'ils font, les Wolves. Ils mettent Murray dans la sauce. D'ailleurs, il a craqué à la fin du game 2. Bien sûr, on va en parler. Même première mi-temps de game 2, totalement. Première mi-temps, complètement craqué. 2, tout à fait, il a craqué. Ensuite, la répartition des rôles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choix tactiques, offensifs et défensifs, assez malins, d'avoir Rudy Gobert qui soit pas le primary défenseur sur Jokic, mais que tu aies Rudy Gobert en position de je couvre du terrain avec mes longs bras et mes longs segments, et je suis toujours bien placé, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais c'est Rudy Gobert, il est toujours bien placé, c'est un athlète de fou malade, il est dans une forme physique hallucinante. En symbole de tout ça, il y a le petit lob de Jokic pour Gordon en fin de match, où Gobert il défend deux joueurs, il défend Jokic et Gordon tout seul. Il défend la pénétration et le lob. Ouais, tout seul. Et c'est Jokic qui a la balle en main, c'est-à-dire que normalement juste ça c'est une phrase qui suffit. Jokic a la balle en main, il est au niveau de la ligne de lancer, normalement c'est fini. Ouais. C'est fini. T'encaisses un panier. Rudy va la chercher au plafond. T'encaisses un panier. Parce que soit Jokic il marque, soit il fait la bonne passe et tout. Là, non. Ça montre aussi toute la préparation mentale et tactique aussi de ces Wolves, qui a vraiment été dans le Game 1, je trouve vraiment... Ça se voyait beaucoup, quoi. Les Wolves avaient un putain de plan de jeu, et ils l'ont suivi à la lettre. Et en plus, ils y mettent une énergie, mais... Non, là, c'est... Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une équipe NBA défoncer à ce point-là physiquement et dans l'énergie, dans le hustle son adversaire? Quelle est l'équipe qui a fait ça en gagnant, pas juste une équipe qui joue comme des clébards? Les Grizzlies du grit and grind, là? Quand tu t'es pris en pleine gueule Siakam, Kawhi, Ibaka, Norman Powell et compagnie, il y a eu des séquences qui étaient suffocantes. Les Raptors de 2019 ? Il y a eu des séquences hyper suffocantes de cette équipe. C'est vrai. Il y a eu, c'était pas les mêmes qualités athlétiques et les mêmes joueurs, mais il y a eu de ça. On a vu aussi que quand c'était les Bucks de Giannis avec Jrue, avec un Lopez qui était sur deux cannes, physiquement il te mettait mal. Tu étais mal à l'aise. C'était moins défensif pur. Là, défensivement on va y revenir, mais défensivement c'est... Et alors en plus, après tu me dis, tu me coupes quand tu veux. Non, c'est juste pour aller dans le sens de ce que tu disais sur le Game 1, je suis totalement d'accord. Contrôle Contrôle totalement. Impressionnant. Moi où j'ai été encore plus impressionné tout à fait, c'est que on en a parlé tous les deux, début de deuxième mi-temps, mettons Karl Anthony Towns en forme, parce que attention, il y a des soucis de faute à devoir gérer. Karl Anthony Towns agressif, bon, pertinent dans les choix, genre 4, ça y est, il a arrêté de prendre des décisions à la con, c'est formidable. Donc lui super. Naz Reid, qui avait été en difficulté sur la première série quand même contre Phoenix, qui n'était pas en tout cas dans les standards exceptionnels de sa saison de 6e homme de l'année, nous fait un Game 1 monumental. C'est ce Money Time, moi, qui me choque, parce qu'on avait précisément pointé du doigt que, vu ce qui s'était passé sur la saison régulière, l'un des schémas que devait respecter Denver, c'est emmène Minnesota dans un Money Time, normalement... Exécute en fin de match. Normalement, il n'y a pas de problème. Alors, c'est un Naz Reid game, 3 avec la planche, putback et tout, etc. Mais force est de constater que sur la fin de match, l'équipe qui a été la plus disciplinée, avec Conley, avec Kat, avec Gobert, avec Ant... La fin de match de Conley, c'est quelque chose. Bien sûr. Du coup, c'est ça qui m'a impressionné, parce que Minnesota, qui toute la saison régulière nous a fait paniquer à des 2-3 heures du matin avec les fans des Wolves, on se disait c'est quoi cette fin de match? Ou d'ailleurs on a parlé dans la preview face aux Suns, on se disait les gars, préparez vos jumelles parce que s'il y a des fins de rencontre serrées, ça va être le bouillon. Parce que les deux équipes sont pas bonnes, mais ça en va fait être les Wolves ils sont capables. Et Minnesota a cette espèce de switch là sur le Game 1 qui
qui fait très très mal, en effet, comme tu le dis, en intensité à Denver. Ils prennent ce match, avec évidemment Anthony Edwards qui met des gros buckets à la fin, mais collectivement, j'ai trouvé en effet que c'était hyper fort, parce qu'en plus, McDaniels, il est à 0 points, mais il fait un taf défensif monstrueux, mais donc tu t'attends à pouvoir faire encore mieux. Donc, normalement, sur le Game 2, on va voir ce que ça peut donner. Et en anticipation du Game 2, on a quand même une situation qui est assez unique. C'est qu'on se dit, bon, Denver est à domicile. Ils viennent de perdre le Game 1. On apprend que Rudy Gobert, félicitations, vient d'être papa le lundi matin. Ne jouera pas. Et ne jouera pas, ou en tout cas, va essayer de se ramener. Et on apprend très vite, à quelques minutes, qu'il ne jouera pas parce que les conditions pour prendre l'avion et revenir sont compliquées. Donc, reste là. Donc, ça va modifier les rotations. Denver va se ramener le couteau entre les dents. Ça sent la Nuggets win d'équipe championne. À la maison, t'as pas le choix, t'es dos au mur. Jamal Murray vient de nous faire une première mi-temps atroce sur le Game 1. Il ne peut que faire mieux. Enfin, il est blessé. Et il est blessé, coup, ça se voit tout à fait. Mais normalement, il y a mieux. Bah non. Moi, ce à quoi j'ai assisté... Dans la première mi-temps des Wolves, c'est monstrueux. Ce à quoi j'ai assisté personnellement, là, sur le match 2 de Minnesota à Denver, ça fait... Je me permets, et tu vas me donner ton avis, ça fait plus de 20 ans que je regarde du basket de play-off notamment. La première mi-temps défensive de Minnesota, là je veux bien qu'on discute avec... Ça fait depuis combien de temps qu'on n'a pas vu une défense aussi exceptionnelle et collective. J'avais du mal à respirer devant mon écran. Ils étaient partout. Et il n'y avait pas Gobert. Et il n'y avait pas Rudy fucking Gobert. Combien il y a ? 61-35, j'ai tweeté à la mi-temps ? Ils ont que 35 points à la mi-temps, les Nuggets. Ils ont que 35 points, Bastien. C'est pas beaucoup, 35 points. 61-35, mon gars. 35 points, c'est pas beaucoup à la mi-temps. Vraiment, c'est vraiment pas beaucoup. Ah, je te confirme. Ce qui est intéressant, en tout cas à noter, c'est que tu vois, on avait parlé dans la preview, moi je t'avais dit, il y a un truc qui me travaillait un peu côté Nuggets, c'est que les 3 points ils rentrent pas. Ouais. Pourtant au premier match, quand ils perdent au premier match, et c'est pour ça que moi pendant presque jusqu'au bout, je pensais que les Nuggets allaient prendre ce premier match, parce qu'ils étaient plutôt adroits, à part Jokic en fait, les 3 points tombaient plutôt dedans au premier match des Nuggets. Bien sûr. Et au deuxième match, et c'est pour ça que la défense de Minnesota a eu ce côté complètement fou, parce que là les 3 points ils tombent pas dedans, et contre cette défense incroyable, enfin ils tombent pas dedans, je suis un peu vache, je fais voir le pourcent. Ah si, ils tombent pas dedans, putain. Waouh, ils tombent pas dedans. 30% sur le match, à 9 sur 30 en tout. Ça tombe pas dedans, et là, quand ça tombe pas dedans à 3 points, face à cette défense-là des Wolves, tu peux rien faire. Ah bien sûr. Tu peux rien faire parce que là il y a vraiment plus d'espace. Tu vois, si encore, je sais pas moi, Murray au lieu d'être à 0 sur 4, il t'envoyait un peu des gros tirs, ou Kentavious Caldwell-Pope qui fait tomber dedans, tu vois, j'en sais rien. Là c'est Justin Holiday et Aaron Gordon qui tiennent Denver un peu au scoring grâce à leurs 3 points. Non, ça c'est pas possible. Bien sûr. Moi, là où j'étais en effet assez choqué sur le début de match, et d'ailleurs certains ont vu Mike Malone complètement péter un plomb, c'est que les arbitres ont pris la décision de laisser le match être physique. Donc d'entame, on voit tout de suite que Minnesota va doubler son niveau d'intensité. C'est-à-dire qu'on pensait qu'ils avaient fait un gros game 1. Non mais Murray, il arrive à peine à remonter la balle. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à la limite des 3 points, en effet, on va en reparler, ça va, ça vient, les mecs ne rentrent pas leur shoot, mais déjà passé la ligne médiane, j'étais complètement halluciné. Il n'y avait pas une possession où Minnesota nous donnait le sentiment qu'ils étaient en Game 7, menés de 18 points, et ils jouaient chaque possession comme si leur vie en dépendait, quoi. Et en plus, j'insiste là-dessus, mais en plus, c'est intelligent, c'est malin. C'est tactique, c'est-à-dire que c'est pas fait n'importe comment, juste on met de l'énergie et tout. L'énergie elle est mise au bon endroit, au bon moment, sur le joueur qu'il faut, c'est bien timé et tout. Faut comprendre que les types ont pris le match 1 à Denver, et c'est là que tu vois le niveau mental dans lequel ils sont, les Wolves, c'est qu'ils ont pris le match 1 à Denver, champion en titre, et au match 2, ils reviennent et ils font un démarrage de match comme si c'était eux le champion en titre, c'était eux qui avaient toute la confiance, c'était eux qui savaient comment ça se passait, en mode on va vous mettre la tête sous... Ah, on est à Denver, ah, j'avais pas entendu, ah, ok d'accord, on va vous foutre la tête sous l'eau. Ça, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Moi, et comme attitude mentale, c'est très impressionnant. Et en plus, ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que tactiquement parlant, pour l'instant, c'est un putain de sans faute. C'est-à-dire que là, comme je te disais en off, quoi, il n'y a pas Gobert. Tout le monde s'attend un peu à du Nasrid, par exemple, tu vois, un peu le poste pour poste, un peu, pas tout à fait. Ah bah, non. Kyle Anderson, titulaire. Comme ça, je garde Nasrid et je garde Nickeil Alexander Walker sur mon banc.
puisque ce sont des remplaçants fabuleux qui connaissent parfaitement leur rôle, qui vont rentrer, qui vont me mettre une intensité de malade. Donc en plus hier au game 2 là, les mecs rentrent leur tir de loin. Les mecs ils rentrent leur tir de loin et tout. Donc là tu peux vraiment plus rien faire. Et ce qui est assez fou, c'est que vraiment par exemple Denver avait compris un peu le message du côté physique et tout, ils ont vraiment essayé de tabasser le rebond offensif, les Nuggets d'y aller et tout. Enfin, ils ont essayé quoi, il y avait rien à faire. Et tout à fait. Wow. Et normalement ce qu'on voit en termes de tendance, c'est que des équipes qui mènent assez vite dans des gros matchs, plus 18, plus 20, plus 25, il y a généralement, c'est humain, une sorte d'effort un petit peu relâché, parce que tu sens que tu as de la marge. Quand tu vois des rebonds offensifs qui sont arrachés alors qu'il y a plus 28, c'est que non seulement les consignes sont très claires, mais qu'il y a l'intention collective de ne pas juste gagner. D'écrabouiller. Tu veux écrabouiller et humilier les Nuggets. C'est-à-dire que là, vraiment, tu veux leur péter la gueule. Et je m'attendais pas à ce que Denver, qui est l'équipe la plus expérimentée et qui a affronté tout type de défense, les mecs qui sont passés quand même par le titre. Ils en ont tapé des trucs. Ils sont passés par les trucs. Qu'ils aient aussi peu de ressources face à une intensité pareille. Ce qui veut donc dire que Jamal Murray, oui, physiquement, on le sait, Mike Malone en a parlé avant le Game 2 notamment, il faut faire avec, mollet, il sera jamais à 100% sur ses playoffs. Mais du coup, Nickeil Alexander-Walker, Jaden McDaniels, McConley, Anthony Edwards, ils le harcèlent, ils lui font vivre un absolu cauchemar. Preuve étant, comme l'a dit Alex, on va voir s'il va être suspendu potentiellement sur le Game 3. En plus, il est tellement vénère, ouais. Parce qu'on a vu cette séquence en plein deuxième quart-temps, je crois, où Jamal Murray, frustré, envoie un hitting pad, donc un espèce de truc chauffant qui va sur le parquet, quoi. C'est un truc où les arbitres ont dit mais attends, c'est quoi ça? Et on a vu sur le replay que c'était Jamal Murray, donc frustration absolue, signe, aveu de faiblesse totale de la part de Jamal Murray. Mike Malone qui a pété un plomb au début du match, j'ai cru qu'il allait faire un front contre front avec Mark Davis et qu'il allait se faire dévisser justement. Et il allait le démarrer. Il allait le démarrer, absolument. Ça allait partir en parti. Bien sûr. Si ces joueurs l'arrêtent pas, je pense qu'il y a un ring, il y a octogone. Et là où j'ai été hyper inquiet, c'est que il y a un garçon dont on parle pas trop pour le moment, et peut-être certains fans de Denver l'ont vu sur le début de playoff et sur la série contre les Lakers. C'est que Niko Jokic, il y a un niveau de fumée qui sort des oreilles et des narines là, il est exténué par tout ce qu'il doit faire. Non seulement parce qu'il a déjà une énorme charge à devoir gérer offensivement, mais qu'en plus il y a cette taille dont tu as parlé de Minnesota, et qu'il produit à un niveau, je veux dire, oui, on a parlé du fait que ça pouvait être encore mieux par rapport à la série face aux Lakers, mais là, on a toujours dit qu'on allait donner des fleurs aux joueurs lorsqu'ils font le travail, et qu'on allait aussi sortir le martinet et le fouet lorsque ça va pas. Niko Jokic, là, sur le match d'hier, je peux entendre que tu te prends plus 20 et tout, t'es démoralisé, mais là, il y a eu rage quit. Je trouve qu'il y a eu aussi rage quit, notamment de sa part, où en fait, il n'a pas eu du tout l'impact qu'il pouvait avoir justement, ou le leadership qu'il va, j'espère, avoir sur la suite de la série pour réveiller les troupes, parce que vraiment, j'avais l'impression que c'était les petits de Minnesota, quoi, en fait. T'as dit en rigolant, en arrivant ici avant de tourner, poche arrière de Karl Anthony Towns et de Naz Reid. On parle de Nikola Jokic. Ouais, mais après, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est quand même le Nugget qui a le plus surnagé. Et moi, en fait, l'impression que ça me donne, c'est... Je veux juste pas l'épargner des critiques. Non, mais bien sûr, mais moi non plus. Mais j'ai l'impression que jouer une mi-temps face aux Wolves, c'est fatigant. Ah, mais c'est une horreur. C'est fatigant. C'est une horreur. Et, mais bien sûr, t'as raison. Jokic, peut-être qu'il y a un petit côté rage quit. Peut-être que Denver aussi s'est vu un peu trop beau. La régulière, elle était bonne. Quand ils ont voulu pusher, moi-même, il y a des vidéos de moi en train de dire je vois pas qui va pouvoir prendre 4 matchs aux Nuggets sur ces playoffs. Là, je commence à voir. Une petite vue. En même temps, je l'ai pronostiqué. Ouais, j'avais vu leur premier tour et tout. J'avais senti que ça paie. Moi, j'avais pas trouvé. En tout cas, je trouve que c'était très flatteur. Je l'ai dit, le 4-1 contre les Lakers, c'était flatteur. Oui. Et là, c'est une autre paire de manches. Et il y a. Je pense qu'il faut effectivement. Il va falloir tacler Murray, Malone aussi. Malone, gars, t'as le droit de
Tu peux démarrer l'arbitre, t'as le droit de t'adapter aussi un petit peu à des choses, hein, t'as le droit de changer des choses, t'as le droit de tenter des trucs, des rotations, des trucs, t'as le droit. Pour mettre tes joueurs dans des conditions différentes. Je sais pas ce qu'il peut... Là, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Parce qu'en fait, là, sur l'intensité, il peut autant dire à ces gars, les gars, on va quand même élever notre niveau d'intensité, on va jouer, si vous voulez jouer dans les tranchées, allons-y, sortons les coudes. Mais quelles sont ses véritables options ? Parce que faire rentrer certains garçons comme quoi Reggie Jackson, enfin, ça va être quoi l'idée là ? Moi, j'ai l'impression que Kentavious sert à rien. Dans quel sens ? Il sert à rien. Il a du mal à rentrer des tirs et de toute façon en défense Anthony Edwards en a rien à foutre du défenseur. Donc peut-être autant j'exagère un peu. Quand même, c'est dur. Enfin, je veux dire, il fait travailler quand même le gars en face pour qu'il essaie d'obtenir ses points. Moi, c'est pas facile. C'est vraiment faible ce que propose Kentavious. Moi, je me demande si Christian Braun n'est pas plus intéressant en minutes. Je me demande si j'inverserais pas les minutes en termes de nombre de minutes dans le sens où Christian Braun il va pas faire tellement moins bien en défense que Kentavious. Je suis désolé, ça va pas tellement se voir. Par contre, je pense qu'en attaque, il apporte un peu plus de punch et tout, un truc. Là, en fait, c'est fou, hein. Ils ont l'air vieux là tout d'un coup. Paf, hein, comme ça. Là. Ouais, ils ont l'air exténués, ouais, tout à fait. Mais Kentavious, là où moi je lui ferais toujours confiance, en tout cas dans ce genre de situation, c'est que celui qui peut justement dire les choses qui plaisent pas. Non, mais il peut le faire depuis le banc. Hein. Oui, bien sûr, mais tu es arrivé jusqu'au sommet de la NBA avec ce 5 majeur là. Il faut aussi prendre ce 5 majeur et leur dire écoutez les gars, on va pas soudainement changer parce que ça c'est. Enfin, je veux dire, on a déjà vu des séries comme ça. Hein. Toronto, lorsqu'ils étaient menés 2-0, je crois, par les Bucks en 2019 et qu'on se disait. Marc Gasol, ça reste dans le 5, on va peut-être mettre Ibaka et tout. Nick Nurse, il a dit non, il faut juste redonner confiance à ces garçons, attendre que Fred VanVleet devienne père de famille et puis tout va très bien se passer. Mais je pense que je vois en tout cas, et je veux bien l'avis des gens. C'est une option qui m'est passée, en fait, presque plus qu'au Game 2, au Game 1. C'est une option après le Game 1 qui m'a traversé l'esprit. Je me dis, quand même, j'ai assez bien. Je déteste pas ce que propose Christian Braun de son jeune âge quand il rentre, en termes d'intensité, d'envie, de hustle et tout, là où je trouve Kentavious un peu dépassé par les événements. Alors j'entends tout à fait. Moi, l'option que je suggérerais, c'est là, Denver, là, vous avez l'air lent, vous avez l'air de marcher les pieds dans les sables mouvants, là. La plupart des attaques, certes, sont face à une attaque qui est très très bien placée. Mais arrêtons de remonter la balle comme si on était un dimanche midi là au parc tranquillou bilou. C'est leur jeu. Mais ouais, mais non. Mais il faut. C'est presque aussi difficile. Ce que tu viens de dire sur Caldwell Pope, c'est difficile de changer la rotation. Changer ça, c'est pas facile non plus. Je demande juste à remonter la balle plus rapidement parce que franchement là, vous vous compliquez la vie à attaquer sur une défense placée qui est autorisée à être aussi physique. Arrêtons là. Jamal Murray, honnêtement, là, puisqu'on parle de lui en effet, il y a des remontées de balles où oui, t'as l'impression que du coup, il va avoir une demi-pression, mais non, c'est plus, désolé, no disrespect les Lakers, ce n'est plus D'Angelo Russell et Austin Reeves en pression tout terrain, frérot. Ce sont des vétérans, notamment certains comme Mike Conley, ou des joueurs ultra athlétiques et agressifs, athlétiques de ouf. Genre Nickel Alexander Walker et Jaden McDaniel, c'est compliqué. Hein. Et si tu peux pas, il y a eu des séquences par le passé, notamment avec Nikola Jokic lorsqu'il récupère des rebonds, où tu dois pousser parce que tu vas être en supériorité numérique. Je trouve que Denver attaque beaucoup trop sur un rythme lent et que ça rentre dans les forces de Minnesota, qui est la top équipe défensive de cette saison. Et Denver doit accélérer le tempo. Il faut accélérer le tempo là. Et oui, peut-être que c'est pas cette équipe. Et à ce moment-là, je veux bien entendre ton Christian Braun, notamment, ou ton Peyton Watson, qui est de dire on joue lentement. Le tempo, pourquoi pas mettre des jeunes comme ça qui vont bouger. Pourquoi pas mettre des jeunes ? Mais il faut beaucoup plus accélérer le jeu et empêcher cette défense d'être tranquille, parce que là, ça essaye de bumper des Nasrid et des Karl Anthony Towns, et les mecs, ils ont la discipline de garder les bras un peu élevés. Là, ils vont aller à domicile où on connaît les playoffs, il y a un peu plus de collates en avantage. Ça va être quoi là ? Attends, mais là, en plus, là, à Minneapolis, attention, la salle, ça va être le feu. Et puis surtout, là, tu viens de le dire, on a déjà parlé de lui un peu, mais je voudrais quand même faire un petit big up, hein, comme on dit dans le jargon, quoi. Karl Anthony Towns. Là, c'est... Ça, c'est pas... J'ai un joueur que j'aime bien, mais c'est un joueur qu'on a beaucoup critiqué ici. Il a un salaire de fou furieux. On s'est demandé plein de fois s'il fallait pas mieux le trader ou quoi. On n'était pas les seuls à se poser ce genre de questions et tout. Compatibilité avec Edwards, avec Gobert, avec machin... Waouh! Ah, mais là, il est... Dis donc! Moi, j'aime bien ce genre de joueur qui, à un moment donné, il y a un jeune joueur, parce que lui, il est encore jeune, mais il y a un joueur encore plus jeune que lui qui est venu, et ça sent le patron à plein nez, hein, Anthony Edwards, je crois quand même, et tout. J'aime bien ce que propose Karl Anthony Towns, ça se voit que c'est un bon gars, et il s'est mis dans un rôle de lieutenant, sans faire d'histoire.
Alors qu'il a un salaire de fou furieux, qu'il est numéro 1 de draft et que... Il avait pas le choix. Il avait pas le choix, mais il l'a fait sans faire d'histoire. Et puis il y a Mike Conley qui est passé venir faire de la crème aussi, avec Rudy. Avec la bonne mentalité. Bien sûr. Avec les bons trucs. Là, cette année, il a une saison complète, il fait des vrais efforts défensifs et tout. Au rebond, ça a toujours été un joueur qui prend pas mal de rebonds. Et en plus, là, il retrouve petit à petit, même très sérieusement, de la confiance en termes d'attaque. Ce qui fait qu'on a un 7-footer qui ferme sa gueule, qui a une bonne mentalité, qui fait bien son taf et qui en plus maintenant retrouve de la qualité offensive. Je veux dire qu'il y a eu 2-3 actions. Hier, là, on est là, je fais, ah oui, c'est vrai, putain, Karl Anthony Towns, waouh, la vache. Et Jamal Murray sûrement en défense au poste. Tu peux pas le laisser ouvert. Avec la planche. Il a les fade away, il a la planche, il a 3 points, il pose assez bien la balle au sol pour un 7-footer, il a du vrai move et tout. Honnêtement, son game 2 là, c'est une masterpiece de fou furieux. Et la deuxième mi-temps du game 1, tout à fait. Le combo en fait des 6 derniers cartons, c'est assez impressionnant. Ça en revient notamment à... Lourd, ça fait plaisir qu'un joueur comme ça, et je pense que c'est important de le souligner. Bien sûr, tout à fait. Le succès des Wolves, c'est aussi celui de Karl Anthony Towns. Bien sûr. Ça en revient à cette... à ce que tu mentionnais là, à cette conférence de presse, je sais plus après quel match je crois que c'était le game 3 là contre Phoenix, où il est avec Anthony Edwards, et où tu sens que le groupe évidemment vit extraordinairement bien et que humainement Rudy Gobert a beaucoup parlé de cette connexion, de fratrie entre les joueurs, où Anthony Edwards dit quand même publiquement, faut pas faire de faute, Charles, mon chat, mon gars, quand tu fais des fautes, just stop fucking fouling, genre arrête de faire des fautes parce que quand tu joues t'es une mismatch et c'est compliqué et c'est trop dur pour l'adversaire, etc. Donc s'il te plaît, arrête de faire des fautes. D'avoir un jeune qui dit ça, où le message est du coup un peu aussi glissé par les assistants et par Mike Conley et Rudy Gobert et d'autres garçons, et Kyle Anderson évidemment, qui ont un peu d'expérience, et que Kat n'en fasse pas une affaire personnelle et exécute, ben il voit ce qui se passe. Et ça j'avoue, c'est peut-être le truc qui moi me marque le plus, parce qu'on en voit des franchises qui font des séries régulières et où les Wolves ont fait une super régulière, mais où il y a des caps qui sont passés. La première chose, moi, c'est personne n'est en mesure, là, dans la sphère française, NBA, ou même des gens qui ont juste 2 yeux et qui regardent du basket, personne n'est en mesure de regarder ces Nuggets et ne pas dire, ces Wolves, et ne pas dire, c'est une équipe qui a une gueule de championne. Bah oui. Là, si tu regardes Minnesota jouer au basket et que tu penses pas que c'est une équipe de devenir championne, il y a un gros problème. À part les fans des Celtics, on va dire. Exactement. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, puisque les Celtics seront probablement, ou peut-être à un moment donné dans ces playoffs, leur mot à dire. Ces 2 équipes-là ne sont pas encore du tout en finale NBA, c'est ce que je suis en train de dire. Mais par rapport à ce qu'on voit, et ce qu'on a vu en régulière, et ce qu'on voit sur le début de playoffs, il y a le Thunder aussi. Il y a le Thunder. On attend fort de voir le Thunder contre de vrais adversaires, pardon les Pélicans, mais voilà. Non, mais le Thunder a vraiment un gros mot à dire. Et la deuxième chose, moi, c'est que, évidemment, nous on a fait les pronostics, et j'en entends plein. Moi, j'avoue que le 4-3 Nuggets, on va voir. Mais là où j'ai été choqué, c'est que John Krasinski, là, le mec de The Athletic, qui gère The Athletic, je crois, hein, qui gère les Wolves depuis plus de 20 ans, que ce soit sur ce média ou sur d'autres. La plupart des fans avec qui moi j'ai discuté à 3-4 heures du mat. On peut balancer tous les pronostics que vous voulez. Personne n'aurait pu imaginer que Minnesota puisse faire des débuts de playoffs pareil. C'est pas possible. Non, c'est fort. Ok, ils dominent, mais à un tel niveau. Et puis ça a l'air serein, c'est-à-dire que... Je suis trop choqué. Ça a même pas l'air en sur-régime. Non, Anthony Edwards, il fait une première mi-temps vitef hier soir. Ouais, et il mène 2-30. Il finit à 27 points, il a des bons pourcentages, mais tu vois bien qu'il a rien trop forcé. Après son énorme match 1. Non, franchement, les Wolves sont dans une dynamique absolument monstrueuse. Du coup, j'ai une petite question pour toi. Ouais. Elle est finie la série ou pas ? Non. Ouais, tu il y a revenir ? Non, mais il y a 2-0. Il y a 2-0 à l'extérieur, les 2-0 ils ont été pris. Hein. Tout à fait. C'est 2 défaites à domicile. Hein, Denver le sait. Là, voilà, si t'es Mike Malone, tu le sais. 2, hein. Rien que déjà, en prendre un à Minnesota. Ouais. Déjà. Ouais. Parce que ce que tu vas vouloir faire, évidemment, c'est relancer la série à la maison. Parce que s'il y a 3-1 et que tu as un match à domicile, un Game 5, pour peu que Denver fasse donc un très gros match et qu'il y ait 3-2, le retour de Minnesota à domicile avec le champion titre qui vient chez toi pour être à 3-3, tu sais que les miquettes, elles vont être comme ça. Ouais, mais... Attention, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud tout puis là, à fait. Tu parles de gagner 3 matchs sur les 4 prochains. Là. Absolument. Vu ce qu'on voit, c'est pas gagné. C'est pas du tout gagné, je fais pas le malin. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Mais c'est pour ça que
pense plus que s'il y a quoi que ce soit, ça doit être 4-3 Nuggets, parce qu'il n'y aura pas 4 de Nuggets. Là, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je pense pas que la série elle est terminée. Okay. Je crois que il y a des vraies inquiétudes à avoir sur ce qui se passe avec Jamal Murray. Ouais. Parce que là, ça se voit, même s'il a mis du game winner face aux Lakers, il ne peut pas tenir physiquement dans cette série. Donc je sais pas ce qui va se passer avec le staff médical, mais il va falloir faire quelque chose d'extraordinaire pour qu'il puisse être à un niveau supérieur. Et j'ai envie de te dire, on va très très vite le voir là sur le Game 3 et le Game 4, parce que des équipes championnes en titre, qui ensuite ont passé un calvaire la saison suivante en play-off, ce sera pas la première fois qu'on a vu ça. Non, bien sûr, c'est tellement dur de faire un back-to-back. Non, mais bien sûr. C'est hyper dur. Donc peut-être aussi qu'on va assister soit à un comeback extraordinaire, soit juste une équipe qui va dire... Moi, j'en ai parlé avec certains fans de Denver qui disent franchement, là, la meilleure équipe, très clairement, c'est Minnesota. Bravo, félicitations. Mais est-ce que déjà sur un match, Denver peut être la meilleure équipe des deux ? Je pense que oui, et il faut le montrer à l'extérieur. C'est une équipe qui a montré qu'elle pouvait gagner à l'extérieur, et Minnesota va devoir maintenant faire le travail. Devant son public. Ils sont favoris. Moi, je pense qu'on va revenir à Denver et qu'il y aura 3-1 pour Minnesota. Toi, tu penses qu'il va y avoir double sweep des Wolves ? Non, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, je pense que la série est finie. D'accord, mais qu'ils reviennent pas. Je te dis pas qu'ils vont les sweeper. Mais d'accord, mais donc du coup, quand on revient à Denver ? Je sais pas, ils peuvent gagner le 5e à Denver. Il peut y avoir 4-1 avec Minnesota qui gagne le 5e de manière autoritaire. Donc, c'est-à-dire déjà que la série, on va revenir à Denver. J'espère pour les Nuggets. Moi, ce qui me fait un peu peur pour les Nuggets, c'est le match 3 où, tu sais, les Minnesota Timberwolves, en fait, c'est pas des loups, c'est des hyènes. Et dès le premier du quart-temps du Game 3, on sent qu'ils vont absolument rien lâcher. Même pas sûr, et Denver a encore du mal à respirer, la tête sous l'eau et tout. J'ai un peu peur de ça pour les Nuggets. Ça serait quand même une sale fin de campagne de playoff que de se faire déboîter comme ça. Ils n'ont pas le choix, il leur faut absolument le match 3. Eh ben, je pense qu'il y aura 3-0, mais ensuite 3-1. Ah ouais ? Ouais. Ok. Et que s'il y a 3-1, en effet, on verra ce que ça donnera pour ces Nuggets. Mais si ça se trouve, il y aura 4-0. Ils m'ont fait peur, moi, dans le match 2. Après, tu peux te relever, hein, mais ils m'ont fait peur. Il y a le coach qui pète un câble, Murray qui pète un câble. Comme tu dis, Jokic qui a l'air quand même fatigué. Moi, je trouve que Kentavius aussi a l'air vraiment dépassé par les événements un peu. À eux de trouver des bonnes réponses et tout. Mais là, vraiment, on a vraiment la sensation qu'il y a une des deux équipes qui est nettement meilleure que l'autre, quoi. C'est fou, quoi. Denver doit pas à ce point-là, quoi. Pareil, Denver doit pousser Minnesota encore une fois dans une fin de match serrée, et que cette fois, il n'y ait pas Nazrid qui nous envoie des bank shots dans tous les sens. Et s'ils arrivent à mieux exécuter... Et qu'eux, ils rentrent leur tir aussi. Et qu'ils rentrent leur tir, tout à fait. S'ils arrivent à un peu mieux exécuter sur une fin de match comme ça, on a vu tout type de série. T'as mené 2-0 en finale face aux Bucks, on a déjà vu des séries comme ça, où en effet, ça pas la même sensation quand même. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, la sensation, mais on se disait, tu sais, quand même, Yanis, il vient de se faire le genou et tout. Tout à fait. Ah, t'imagines, là, ils en prennent 4 de suite, lol. J'ai envie de dire, ce serait pas le champion en titre avec ce qui peut-être va être encore un Européen qui reçoit son titre de MVP en tongue. Désolé Nico, mais on verra. Hein. Ouais. Ça se trouve, ce sera Luka ou SG. Ou Shai. Ce serait pas le champion en titre, je te dirais oui, la série est terminée. C'est un champion en titre qui a un joueur all-time à sa tête. Et là, je crois que la fierté de cette équipe vient d'être piquée très très fort. Ouais, plus que piqué là. Très très fort. Le premier match, c'est une défaite. Là, le deuxième match, c'est un pétage de gueule. Et ils se font torturer façon Game of Thrones. Ouais, tout à fait. Mais on est d'accord. Premier match, c'est une défaite. Le deuxième, c'est une humiliation. Ah ouais. Donc en sortie d'humiliation, quels Nuggets vont revenir ? Voilà, c'est ça, exactement. Donc ça revient à Denver. Oui, ça revient à Denver, mais honnêtement, là, j'ai vraiment du mal à imaginer les Nuggets revenir dans cette série, ou alors s'ils reviennent dans cette série, on va vivre un truc, ça va être absolument incroyable. À la hauteur de ce qu'on prévoyait sur cette série. Donc, à eux de répondre. À Denver de répondre, évidemment, dans les prochaines heures. On surveillera la décision de la NBA concernant Jamal Murray. Si vous pouvez éviter de jeter des trucs sur le parquet, ça peut être pas mal. Dites-nous ce que vous pensez de cette série, évidemment. Et puis bravo aux Wolves pour le titre, on n'a rien pu faire. On se tient au courant, évidemment, et on se retrouve sur la chaîne YouTube de Trash Talk pour d'autres petits apéros. Des bisous. Ciao.